Salut à tous, bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast, donc le podcast où on parle de nutrition, entraînement, préparation mentale, donc tout ce qui touche autour de l'Ultra Endurance. Aujourd'hui, je suis en mode interview et ce n'est pas moi qui interviens. Donc, je suis ravi d'accueillir Pierre, que je connais depuis maintenant longtemps. On s'est rencontrés au lycée. Voilà, c'est un ami aussi. Et il a un parcours assez inspirant et dans ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de créer, etc. Donc, autour du sport, autour de la santé aussi. Donc, c'est pour ça que je tenais à l'avoir sur le podcast. Ça fait un moment qu'on essaye d'enregistrer. Et donc là, on a réussi à trouver un moment commun. Donc, c'est plutôt sympa. Pierre, d'abord, merci d'être là et je voudrais que tu te présentes du coup, d'où tu es, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et puis après on reviendra plus en détail par rapport aux questions que j'ai à te poser. Alors je te laisse la parole du coup. Alors, pour faire court, Pierre Cagelot, j'habite désormais sur Nantes. Je suis originaire, comme de Guillaume, de Thionville. Ensuite, j'ai fait un petit intermède de 8 ans en région parisienne pour à la fois le sport de haut niveau et à la fois les études et le travail. Et depuis peu, j'ai rejoint Nantes parce que j'ai ma compagne qui habite et forcément, il a fallu bouger dans la région. J'en ai profité par la même occasion pour faire une reconversion professionnelle. J'étais paysagiste de base, je construisais des terrains de foot et désormais je suis paysan herboriste. Et depuis que j'ai ouvert l'entreprise, on va dire officiellement les Gardiennes de la Terre, depuis le mois de février, j'ai fait l'inauguration de cette entreprise dimanche dernier. Et ça fait 3 ans en fait que je suis porteur de projet sur le domaine de Landrouen, situé au nord de Nantes, juste en dessous de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et j'ai cette chance d'avoir fait de l'auto-formation. Je fais partie du réseau herboriste nantais Plantes autour de Nantes, qui rassemble une trentaine de paysannes herboristes. Et je suis aussi affilié au syndicat des Simples, qui est le syndicat herboriste France. Voilà un petit peu pour faire court. Et pour l'aspect sport, parce qu'on en a parlé, je suis ancien sportif de niveau. Alors, j'ai commencé plutôt tout ce qui est judo, jiu-jitsu. J'avais un haut du corps très développé, un régime alimentaire plutôt basé sur des régimes pour être au poids, on va dire, le matin de compétition. Et depuis, je me suis reconverti plutôt dans les sports d'endurance, à la fois de triathlon, à la fois très longue distance aussi, hein. Alors pas des défis comme toi, Guillaume. Moi, ça m'est arrivé de faire une ou deux fois. Ouais, mais tu as déjà fait les 7 majeurs, il me semble, à vélo. C'est costaud, hein? Ouais. Bon, après, c'était en mode un peu plus cool, hein. On y était plutôt sur 3 jours, 4 jours. Mais bon, ça, c'est sûr que ça reste une aventure forte et avec une grosse préparation aussi derrière. Il y a eu une transformation corporelle aussi qui s'est quand tu passes d'un physique de lutteur avec un haut du corps très 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 développé et puis des jambes un peu moins développées. Il a fallu faire une grosse fonte, faire d'autres changements alimentaires et puis c'est là qu'on va en venir aussi à tous ces différents régimes et physiologie et comment justement intégrer au mieux les plantes dans l'alimentation, dans les soins. Ouais, et pour revenir, ça on peut en parler, même si tu ne veux pas forcément rentrer dans le détail, mais on avait fortement évoqué la maladie qui t'impacte aussi. Ouais, tout à fait. Bah oui, c'est vrai que là-dessus, c'est ce qui a aussi conditionné le choix de faire ce métier, hein, entre guillemets. Donc je souffre, c'est bien un grand mot, c'est plutôt un mal pour un bien. Pour moi, c'est cette maladie d'Hashimoto, hein, qui touche quand même pas mal de personnes aujourd'hui, qui est une maladie auto-immune. Alors après, voilà, je l'expose, mais encore une fois, je suis très, 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 très mesuré sur le sujet. J'ai fait ce choix volontaire moi-même d'arrêter le traitement lévothyrox que beaucoup de personnes prennent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est un choix vraiment personnel. Il y en a beaucoup qui disent c'est se mettre en danger, d'autres non. Après, moi, je l'ai fait volontairement, en connaissance de cause. Je suis suivi par beaucoup de spécialistes en médecine, que ce soit à la fois
naturopathes, à la fois comment ça s'appelle, tout ce qui va être médecine traditionnelle chinoise aussi. Moi-même, j'étudie régulièrement mon corps, c'est-à-dire dès qu'il y a des changements de couleur de sel, de consistance de sel, des moments où des fois, on ne sait pas, dans la journée, il y a des petites somnolences ou autres. Il faut tout de suite aller faire un bon diagnostic, aller voir la cause. Et puis, donc, ça inclut d'avoir vraiment un regard et une analyse de tous les jours sur son corps. Et ça, on peut le faire. On le fait quand on en est capable et quand on se sent aussi suivi. C'est-à-dire que je ne vais pas faire un mode de soins unique. Ouais. Et qu'est-ce que c'est en fait pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est la maladie d'Hashimoto en gros, quoi, hein, en résumé? Bon, en résumé, c'est vrai qu'il y a des symptômes, on le dit, hein, en général, des grosses fatigues, des sautes d'humeur. Alors, c'est une maladie qui impacte tout le système immunitaire. C'est au niveau de la glande thyroïde. Et la glande thyroïde, elle régit quand même pas mal d'organes à travers le corps, ce qui fait que tu peux souffrir de la maladie de Crohn. Et au final, c'est pas la maladie de Crohn, c'est ta thyroïde qui en fait, vient attaquer et provoque cette maladie de Crohn. Ça peut te provoquer d'autres maladies aussi, potentiellement la sclérose en plaques. Et c'est ça le problème en fait dans ces maladies, c'est qu'il faut vraiment aller au diagnostic. Euh, Maladie auto-immune, perturbateur endocrinien, tu vois, on est né à côté d'une centrale nucléaire. Il y a Exactement. on est né en 80, enfin moi en 86, l'année de Tchernobyl. Voilà, ça peut être ça, ça peut être plein d'autres facteurs en fait. C'est ça qui est dur au niveau de cette maladie, c'est de trouver déjà le bon diagnostic. Quand tu as trouvé potentiellement le diagnostic, et ben là, tu peux rentrer en profondeur des choses. Et moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et potentiellement, je sais qu'il y a un gros travail au niveau de tout ce qui est surrénal. J'ai besoin d'être stimulé physiquement et cérébralement. Je suis toujours au taquet sur tout. Et donc, il a fallu que je fasse aussi de la sophrologie pour apprendre à me calmer, à méditer, à me poser, parce que sinon j'étais toujours sous pression. Et c'est ce qui fait que potentiellement, bah aussi, tes glandes surrénales, elles sont attaquées. Et donc, tu peux avoir encore un dérèglement un peu plus important au niveau de la thyroïde. Ouais, parce que autant que je me souvienne, on s'est connus au lycée, tu étais un funambule, un trublion. On va dire. Donc tu as bien changé quand même au niveau calme, on le sent calme et sérénité, ça a fortement changé par rapport à ça. Mais on en revient toujours au même, et ça on en avait déjà fortement échangé là-dessus, c'est-à-dire que euh, c'est l'hygiène de vie générale qui t'amène à la santé. En gros, toi, tu as fait le choix justement d'arrêter ce traitement pour te soigner, on va dire, entre guillemets, de façon plus naturelle possible pour ton corps. Et aujourd'hui, ça a l'air de fonctionner. Donc, on peut voir que malgré tout, il existe des solutions quand même naturelles sans passer forcément par la chimie, quoi. Oui, exactement. Après, sans passer par la chimie, on va entrer en détail aussi un peu plus avec le métier d'herboriste. Je suis quand même dans de la chimie parce que pour extraire certaines molécules de plantes et les adapter du mieux possible à son corps, il faut quand même avoir des notions de chimie, des notions scientifiques pour extraire ces molécules. Après, ça reste effectivement naturel. Il n'y a pas de modification ou autre. C'est juste extraire avec de l'eau, avec de l'huile ou avec de l'alcool. Après, c'est aussi un psycho-émotionnel, il n'y a pas que les plantes. Je parlais de la sophrologie. Là, je ressors de 5 séances et c'est vrai que ça m'a transformé littéralement. J'y croyais pas au début. D'arriver et de me dire, bon, on va juste faire de la respiration, allez, libère tes tensions négatives, juste en respirant. Je me suis dit, moi, en plus, qui ne suis pas forcément patient de nature, et ben, mine de rien, ça a vraiment porté ses fruits, hein, à tel point que maintenant, j'arrive à faire des discussions avec des personnes avec lesquelles tout de suite j'étais tendu, ça m'énervait, je partais tout de suite au quart de tour, et ben là maintenant je suis vraiment calme, je m'énerve plus. Et c'est un tout en fait, c'est que c'est un équilibre, on parle toujours des fameux équilibres psycho-émotionnels. Et Mhm. voilà, il y a pas que le physique, il y a aussi le psyché et c'est un équilibre à trouver entre tout ça. Et l'équilibre, il se fait tous les jours. Quand je disais, il faut analyser son corps, les selles, la tension, si tu as bien dormi, si tu es fatigué, tes humeurs aussi. Ça passe par ça, par une connaissance à la fois physique, mais à la fois aussi psychique.
Mais ce que je dis à chaque fois aussi, c'est justement le fait tu vois, de passer par une alimentation la plus adaptée, la plus nature possible, etc., ça te reconnecte aussi à toutes ces sensations-là. C'est-à-dire que tu prends le temps d'être à l'écoute de tes sensations. Tu n'es pas embrumé, en gros. Moi, quand j'ai eu ce changement alimentaire, c'est vraiment ce que j'ai ressenti à l'époque, c'est une clarté d'esprit qui m'a amené à avoir ce temps d'avance, tu vois. Et aujourd'hui, je le ressens encore. C'est-à-dire que dès qu'il y a un dysfonctionnement ou que ça ne va pas tant au niveau physique que émotionnel, je le ressens tout de suite, tu vois. Et ça, je le mets sur le compte justement du côté alimentation très naturelle et proche de la nature, quoi, en fait, tu vois. Ouais, bien sûr, moi c'est pareil. Il y a des fois, je sais pas pourquoi, je vais avoir besoin de sucre, il faut manger du sucre en fait. Il y a des fois, je me dis, tiens, là, il y a eu trop d'écart et mon corps il réclame plutôt tel légume ou plutôt telle plante ou autre, où j'ai besoin potentiellement de faire, tiens, aujourd'hui j'ai une activité intense, il va falloir que je mange un peu plus de protéines. Tiens, aujourd'hui, je vais pouvoir me permettre de faire un petit jeûne ou de sauter un repas parce que Ouais, justement, je fais plutôt un job administratif et c'est à ce moment-là qu'il faut que je le fasse parce qu'après, je pourrais pas forcément le faire avec un exactement. métier. Voilà. Et, euh, ça, c'est génial aussi de pouvoir le faire parce que c'est vrai que pour nous, on a cette chance de le mettre en place et de pouvoir aussi l'exécuter parce que on s'octroie ces moments-là. Tout le monde ne peut pas le faire avec certains rythmes de vie. Mais quand on peut se reconnecter, quand on peut faire ce genre de choses, c'est vrai que le bien-être, il s'installe naturellement en fait dans le corps et l'équilibre se fait tellement naturellement qu'on se dit mais c'est comme si c'était déjà écrit à l'avance quoi. Et c'est marrant. Ouais, ouais, ouais. Mais toi, qu'est-ce qui t'a amené à cette prise de conscience? C'est ta maladie ou c'est avant un élément déclencheur? Bon, on va dire que c'est un ensemble de choses. C'est vrai que de toute façon, déjà quand tu es sportif de haut niveau, tu es obligé de t'astreindre forcément à des régimes alimentaires. Hein. On ne le dira jamais assez. Tu peux faire la meilleure préparation physique du monde. Si tu gères pas tes émotions et si tu t'octroies pas forcément une bonne alimentation, un bon régime alimentaire derrière, tes performances, au bout d'un moment, forcément, elles seront altérées. Donc, il y avait déjà ces régimes hein, qui ont toujours dicté, entre guillemets, depuis, depuis un certain nombre d'années, ces choses-là. Et après, bien sûr, la maladie, le fait de passer par une naturopathe qui m'a remis un petit peu dans le droit chemin au niveau alimentaire, et ben ça joue. Et à partir du moment où, surtout, on sent les résultats, c'est ça qui est important. Quand on fait un soin ou quand on fait du sport ou autre, qu'on décide de choisir les plantes potentiellement pour y arriver, à partir du moment où il y a des résultats, forcément, ça donne encore plus envie d'aller en profondeur des choses et de continuer dans cette logique-là. Parce que si ça ne marche pas, tu as tendance à s'arrêter aussi. C'est logique. Tout à fait, l'adhésion, c'est important, mais après, ce que j'essaye aussi de marteler un petit peu comme message, c'est que, tu vois, dans nos sociétés actuelles, on a tendance à vouloir tout de suite et maintenant. Et les résultats avec la nutrition et que ce soit sur le sport, tu vois, je prends toujours l'exemple des préparations sportives que je peux faire. C'est des préparations qui sont longues, donc il faut être patient pour t'amener au résultat. Et j'estime que dans la vie, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si tu mets en place des changements alimentaires pour ton bien-être personnel et pour ta santé, ça ne va pas se faire en 3, 4 jours ou une semaine, tu vois. Donc, il faut quand même la patience d'obtenir ces résultats, mais sur le long terme. C'est pour ça que je parle toujours de mode de vie à long terme plutôt que de régime, tu vois. Bah, bien sûr, tout à fait. Je rejoins forcément ce que tu viens de décrire. On va dire que, tu vois, pour soigner, tu m'as connu foufou. Ouais, Ça m'a pris 10 ans quand même pour me calmer, pour tester plein de choses. Il a fallu que je fasse voilà, un voyage autour du monde, que je rencontre des peuples autochtones, une certaine sagesse au final pour me l'octroyer à moi-même. Après le changement alimentaire, on parlait de fonte, hein, de passer d'un corps de lutteur, un physique de cycliste de montagne. Ça, pareil, ça a pris quand même 3-4 ans. On appelle tout ce qui est course de fond, hein, on appelle ça course à la maturité, c'est pas pour rien. Et c'est pas pour rien non plus. En général, il y a une étude qui avait été faite hein, de mémoire qui a quand même pas mal de cadres sup
dans ces courses-là aussi, parce que tu as toute une gestion de vie derrière, une gestion des émotions, une gestion managériale, parce qu'il faut manager sa vie, trouver le temps entre un équilibre professionnel, familial et sportif. Et c'est très dur au final. Donc bien sûr, c'est des courses à la maturité, et la maturité, elle s'octroie avec le temps. Et on est complètement d'accord que on aimerait toujours que ça se fasse en un claquement de doigts. Mais non, il y a tellement d'éléments, de choses à comprendre pour passer étape par étape que bien sûr, on ne devient pas le meilleur du jour au lendemain dans toutes ces courses de fond, quoi. Ça, c'est Et puis sûr. même, ce serait pas marrant. Moi, ce que je dis toujours, en fait, ce qui est beau, c'est plus le chemin et tout ce que tu mets en place, en fait. Tu vois, la course ou l'objectif que tu t'es fixé, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est tout le chemin, tout le cheminement, tout ce que tu essayes de comprendre qui t'amène à être la meilleure version de toi-même, quoi. C'est ça qui est beau plutôt que le résultat final, quoi. Si on te donnerait la possibilité d'avoir juste le résultat final, ben, ça enlèverait toute cette saveur, quoi, en fait. Ouais, je pense qu'après, tu t'ennuierais vite, en fait, parce que tu te dis, ben, ça y est, j'ai obtenu ce que je veux, et puis après, tu tournes en rond, tu deviens anxieux, qu'est-ce que je vais trouver? Si tout se fait trop vite, c'est pas bon. Et puis, voilà, il faut un petit peu ce dépassement de soi, connaître les creux de la vague pour être de nouveau au top, connaître tout ce qui est résilience. Tu vois, dans la maladie, la résilience, c'est important aussi. J'ai discuté avec une amie qui est médecin. Elle me dit, c'est ce que je dis toujours en fait à mes patients, c'est la résilience qui vous fera obtenir la guérison accessoirement. Parce que si vous ne connaissez pas le creux de votre maladie, vous n'allez jamais vous dire, tiens, là, je suis vraiment au bout du bout, je suis au point de non-rupture, il va falloir vraiment maintenant soit que je me prenne en main pour y arriver, soit je vais couler, en fait, tout simplement. Et donc, pour obtenir ces choses-là, il faut connaître le creux de la vague, malheureusement. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Si on a si on a trop de dopamine, et que tout va bien, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui se dérègle, on est au bout de notre vie. Voilà, au niveau émotionnel, on gère plus du tout la colère, la frustration, et ça va pas au final derrière, parce que on devient exécrable avec tout le monde et avec soi-même aussi. Exactement. Et toi, tu as des problèmes par rapport à ça, par rapport à ta maladie au niveau émotionnel, ça touche quand même parce qu'au niveau thyroïde, ça joue, quoi, du coup. On va dire que oui, ça l'a joué. Après, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que déjà, je suis moins à partir au quart de tour au niveau réactionnel. Je suis plus posé, plus mesuré, et donc forcément, ça va mieux. Le fait aussi que je te parlais du diagnostic, qu'il fallait potentiellement arrêter de surcharger mes surrénales, de retrouver des nouveaux projets sans cesse, de prendre le temps, hein, on disait, de se dire, ben, tiens, euh, tu vois, hier, j'étais en train d'essayer de faire tout un tableau sur des nouveaux produits que je vais lancer, donc potentiellement des teintures mères. Et c'est pas grave, je ferai les plantes de A à B et pas les plantes de A à L comme j'avais l'habitude de faire et de me dire, et puis si j'ai pas fait le B, tant pis, au final, je reviendrai le lendemain. Et ça, c'est des choses que j'arrivais pas non plus mettre en place au préalable. Et j'ai la chance aussi d'avoir ma compagne qui elle, est un peu à l'inverse de moi. Elle aime Donc, bien, équilibre, quoi. voilà, elle est plus à procrastiner, un peu moins dans la rigueur. Moi, j'étais trop dans la rigueur et elle était trop dans cette procrastination. Et on se bonifie l'un et l'autre. En fait, on arrive à trouver cet équilibre entre l'un et l'autre par rapport au fameux cerveau mimétique, hein. Tiens, je regarde comment elle fait. Effectivement, c'est la reine de la patience. Des fois, je me dis, mais comment elle fait, quoi, hein. Elle a une telle patience, une telle résilience, un tel lâcher prise. Et à tel point qu'aujourd'hui, des fois, c'est marrant parce qu'elle me dit, bah, sois un peu plus rigoureux. Et moi, je lui dis, lâche un peu prise. Donc, c'est marrant, mais maintenant, des fois, les rôles sont un peu inversés, quoi. Et ça, c'est important aussi, au final, la personne avec qui tu vis. Tu vois, c'est vrai que c'est un ensemble, hein, la vie en général. Et donc, voilà, il y a pas que les plantes, il n'y a pas que le sport, il y a la personne avec qui tu vis aussi, accessoirement. Relation sociale, enfin, l'être humain, c'est un être social à la base. Donc, tu as besoin de ces relations sociales-là. Et puis, ce que tu disais, c'est vrai, ce mimétisme-là, c'est pour ça que c'est important d'avoir un bel entourage, entre guillemets, parce que indirectement, ben, tu reproduis ce que les autres font.
tu vois, par ce phénomène de mimétisme. Et ça, on le fait depuis notre enfance, en fait. C'est pour ça qu'on reproduit des fois les actes de nos parents, etc., etc. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si on a le choix de se créer, il faut se créer le bon entourage, en gros. Tu vois, si tu veux être dans cette notion d'évolution positive, je pense que c'est très, très important. Bien sûr. Le fameux terreau fertile. Voilà, exactement. Bah justement, la transition, elle est un petit peu toute trouvée. Je voudrais que tu nous parles plus amplement de ton activité, voilà, de ce que tu fais et quel serait l'intérêt pour un sportif d'endurance dans les produits que tu proposes, par exemple. Alors, ce que je fais, donc, c'est paysan arboriste. Donc, c'est pas non, voilà, c'est un peu compliqué parce que le diplôme n'existe plus depuis 1941. Ouais. Donc, on s'octroie le droit de dire on est arboriste via la dénomination paysan. Paysan arboriste, ça consiste en quoi concrètement? C'est à la fois cultiver et cueillir les plantes sauvages, mais aussi du coup derrière les transformer. Alors les transformer soit en tisane, soit en macérat huileux, soit en alcoolature. J'expliquais tout à l'heure, il y avait les trois méthodes d'extraction. Je mets un peu de côté tout ce qui est huile essentielle, qui est une quatrième extraction, mais un peu plus complexe. Donc la première, c'est avec de l'eau sous forme de tisane. La deuxième, ça va être avec de l'huile sous forme de macérat huileux. Et la dernière sous forme d'alcoolature ou teinture mère avec de l'alcool. On extrait à chaque fois des molécules bien différentes selon les plantes. Je vais prendre un exemple très simple, hein, la camomille romaine. Sur Internet, on va voir toute une liste en fait de soins possibles, mais il va falloir choisir la bonne extraction pour aller soigner justement ce que tu veux soigner. C'est-à-dire que si tu veux l'aspect sédatif avec la camomille, il va falloir l'extraire sous forme eau et tisane. Si tu veux plutôt soigner l'aspect rhumatisme, pour le sportif notamment, il va falloir aller plutôt choisir une extraction avec de l'huile, donc faire un macérat huileux. Ok. Et donc, voilà, sans transition, comment utiliser les plantes pour le sportif? Il y a plusieurs choix possibles. Il y a à travers l'alimentation, en règle générale, soit en produits directement bruts. Tu peux aller consommer, faire ta cure d'ortie, faire ta cure de Parce que pissenlit. toi, tu manges des plantes sauvages, hein. Moi, je mange des plantes sauvages, ouais, tout à fait. Et pourquoi manger des plantes sauvages? Parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de carence alimentaire. Carence alimentaire due à nos rythmes de vie, due aussi au fait que dans les légumes, il y a eu quand même une baisse au niveau micro et macronutriments hein, qui s'est opérée ces dernières années. Le régime crétois, on le connaît, c'est pas juste l'huile d'olive qui est la solution miracle, c'est les herbes sauvages. Il y a un tiers sur les étals des marchés d'herbes sauvages et deux tiers de légumes cultivés. Aujourd'hui, tu vas sur les marchés en France, il n'y a plus d'herbes sauvages au final. Ouais, puis tout est segmenté, c'est-à-dire qu'on a réduit le champ de propositions, en gros. Tu vois, Ouais, c'est-à-dire qu'on a à la base, il y avait un plus large choix. Aujourd'hui, ben voilà, si on prend là l'exemple en ce moment, ben, c'est tomates, concombres, etc. Tu vois, ça tourne à un panel qui est assez réduit, alors que il y a normalement beaucoup, beaucoup plus que ça, quoi. il y a beaucoup plus que ça. Alors après, il y a deux choses. Il y a une première chose, ça a commencé au Moyen Âge. À partir du moment où tu consommais des plantes sauvages, tu commençais à être rejeté et classé comme paysan, comme le pauvre, comme le paysan. Celui qui mangeait des légumes cultivés, c'était un petit peu le haut de la classe, le haut de la société. Donc il y a eu ça. Il y a une deuxième chose, c'est qu'on a diabolisé un petit peu les plantes sauvages à juste titre. Il faut se méfier aussi quand tu consommes des plantes sauvages. C'est comme tout, c'est en équilibre qu'il faut manger. Il ne faut pas manger trop de rumex, d'oseille, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'acide oxalique dedans. Et si tu manges trop d'acide oxalique, ben, on sait que ça va potentiellement te provoquer des choses au niveau du foie. Donc, c'est comme tout, il faut manger de manière mesurée. L'ortie, bon, ben, aujourd'hui, forcément, quand tu dis aux gens je mange de l'ortie, on dit ah ouais, mais Ça c'est- pique. ouais, déjà ça pique, c'est fort en goût. Alors que non, tu le mélanges dans tes muesli avec les fruits le matin, mixés en poudre, tu En sens que tu jus grossis. aussi. En jus, ça peut être possible.
en jus, en soupe, tu peux le mettre aussi dans des cakes, ça passe super bien. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir faire des ateliers nutrition cuisine et les gens sont souvent bluffés en fait quand tu leur apportes des recettes, ils sont souvent bluffés. Du kénopode, c'est pareil, qui est une mauvaise herbe qui pousse partout. Les gens ont dit, ah mais en fait j'en ai dans mon jardin ce truc-là, mais ça aussi, mais ça aussi. Et c'est des trucs tout cons, tu leur donnes une recette de gazpacho, hop, c'est parti, ils vont le faire. Et puis tu leur montres en fait tout ce qui est valeur nutritionnelle comparé à un légume. Ils se disent, mais c'est impressionnant en fait, c'est un concentré, un pouvoir énergétique. Je dis, ben justement. Et après, ce qui est plus dur, c'est encore une fois d'adapter à ton propre corps parce que chaque corps est différent. Toi, il va falloir plus de cuivre, moi, il va falloir plus de zinc, ou inversement, ou tu vois, je prends beaucoup aussi comment ça s'appelle l'exemple sur la médecine tibétaine qui fait du cas par cas, qui est encore beaucoup plus poussé, c'est-à-dire que nous, en tant que paysans arboristes, on va cultiver du cassis, on va tous récolter du cassis, on va dire que c'est bon pour la circulation sanguine. Ouais, Ce qui est vrai, mais ça, c'est en règle générale. Bon, si tu prends la médecine tibétaine, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que Guillaume, il va lui falloir effectivement ce cassis, mais qui a poussé à l'ombre dans une terre acide. Et Pierre Cagelot, il va lui falloir plutôt du cassis, mais qui a poussé au soleil dans une terre acide. ok, Et puis ton père, il va plutôt lui falloir du cassis qui a poussé aussi à l'ombre, mais dans une terre, elle, qui sera plutôt calcaire et non acide. ok. Donc là, on est encore très loin de soigner de cette façon-là, mais peut-être que ça viendra un jour, mais voilà, c'est aussi, moi j'aime bien toujours aussi apporter le maximum d'éléments. Et comme Visualisation, quoi, en gros. exactement, et je pense que nous, on est un petit peu dans cette logique-là de faire vraiment Ouais. du cas par cas. Et c'est pour ça que je tenais à le dire dans cette vidéo, parce que, bon, après, nous, en tant que paysans arboristes, hein, à la base, on se forme sur le classique, hein, sur comment soigner avec la plante là, et puis zou, parce qu'après, effectivement, ça devient très compliqué de commencer à cultiver dans une terre calcaire, de regarder si ça l'ombre, pas l'ombre. Ça devient compliqué, en fait, parce qu'on a des métiers aussi assez compliqués. On n'a pas le droit de dire et de faire ce qu'on veut par rapport à des allégations de santé. Voilà, on a pas mal de bâtons dans les roues en tant que paysan arboriste. Et ça, c'est important aussi de le dire parce que les syndicats, ça fait 40 ans qu'ils luttent contre beaucoup, beaucoup de choses. On a un petit peu un métier qui est diabolisé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de savoir-faire à travers ce métier, se soigner, se nourrir avec les plantes. C'est vrai que c'est pas encore au goût du jour dans le sport de haut niveau. On l'entend très peu, du coup, ça. Et puis, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que on a peu de connaissances par rapport à ça. Tu vois, ça Hum, paraît, comme tu parlais avant de mauvaises herbes, mais c'est un peu ça. On voit ça comme la mauvaise herbe et pas forcément comme quelque chose qu'on pourrait éventuellement consommer, comme les orties, tu vois. Je connais très peu de personnes qui consomment des orties, donc du coup, c'est un peu compliqué pour les gens de peut-être passer le pas. Et est-ce que tu crois que toi, ça pourrait être une solution d'avenir, justement, les plantes sauvages, par rapport justement à l'appauvrissement un petit peu des sols et l'appauvrissement en vitamines et minéraux de nos fruits et légumes, etc. Est-ce que tu penses que c'est une solution d'avenir, ça? Effectivement, il y a deux points de vue dans la solution d'avenir. Il y a une solution d'avenir de ce que tu viens d'exposer par rapport à l'appauvrissement des sols, le fait qu'on est énormément carencé au niveau nutritionnel ou autre. Après, il y a aussi un appauvrissement de la population. Et ça, on commence à le voir venir avec des gens, de plus en plus de gens qui vont aux banques alimentaires, qui vont aussi, comment ça s'appelle, moi, je le vois à travers les ateliers, il y a de plus en plus de gens qui veulent retrouver aussi cette autonomie Oui. alimentaire et qui passent indirectement par des cueillettes sauvages parce qu'ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin qu'on leur montre, ce qui est logique parce que de la cueillette sauvage, Ça peut être aussi. dangereux si tu te trompes de plante, quoi, du coup. Ouais, et puis tu vois, par rapport aussi au sport de haut niveau, on peut le dire, l'ortie, tu vas pas le prendre à n'importe quel moment, ton pissenlit, tu vas pas le n'importe.
le prendre à n'importe quel moment. Il y a des cures aussi à faire parce que sinon, ça peut te dérégler au niveau gastrique. On sait très bien que le gastrique dans les sports de longue distance, c'est le premier facteur de maladie ou d'abandon dans certaines courses. Et voilà, l'ortie, c'est reminéralisant et le pissenlit, c'est drainant. Donc, tu vas pas prendre quelque chose de drainant pendant ta course ou juste avant ta course, c'est logique. Mais ça, c'est pareil, si tu n'as pas assez de recul, tu vas dire, chouette, allez, Pierre, il m'a dit, on va manger des orties, on va manger du pissenlit, on va manger ci, on va boire de la tisane de ça, et puis ça ira mieux. En fait, non, il y a aussi une logique et un ordre à respecter au niveau de toutes ces plantes qu'on peut prendre, quoi. OK. Et donc, un sportif qui viendrait te voir et qui te dirait, bah, Pierre, voilà, moi, j'aimerais, d'une part, améliorer mes performances et d'autre part, j'aimerais aussi mieux récupérer après ma compétition. Pendant la compétition, éventuellement, est-ce que c'est possible de prendre des plantes sauvages ou pas? Qu'est-ce que tu lui conseillerais à ce sportif-là? Encore une fois, ça dépend ce qu'il va rechercher aussi. Bon, je pense que, alors, on va encore raisonner de manière très, très pragmatique et simple, hein, dans cette vidéo, on va pas entrer au cœur. Tu vois que tu donnes un exemple de ce qu'on peut faire un petit peu en préparation, éventuellement ce qu'on pourrait faire pendant une épreuve, on parle toujours de longue distance, et après en récupération, là tu vois, typiquement j'ai fait mon Biking Man, qu'est-ce qu'en récupération je pourrais prendre, qu'est-ce que j'aurais pu prendre en amont, et qu'est-ce que j'aurais pu prendre éventuellement pendant pour mieux réussir, on va dire. On va dire que pendant le mieux, ça va être tout ce qui va être tisane. Si tu peux remplacer ton eau par potentiellement des tisanes aussi. Les tisanes, l'avantage, c'est que quand tu as aussi un besoin de sucre, avec soit satisfait avec tes barres de céréales, et donc auquel cas tu peux boire juste de la tisane, soit à travers cette tisane, si encore en plus tu as besoin de sucre, tu peux encore ajouter quand même du sucre, mais tu auras toutes les bienfaits, tout le bienfait des plantes à l'intérieur. L'après, tu vas te soigner aussi avec tout ce qui est macérabileux, hein, des baumes. Il y a pour tout ce qui est névralgie, douleur lombaire. Tu vas en avoir aussi pour tout ce qui est circulation sanguine, hein, très, très important après le sport, hein, vaso, dilatation, ou, donc resserrer tes tissus, jouer sur tout ce qui est fluidité sanguine, contracter ou rétracter tes vaisseaux. Ça va être important. Il va falloir faire forcément des cures de reminéralisation en amont de ta course et après ta course. Après ta course, il faut évacuer les métaux lourds, donc tout ce qui va être aussi drainant, hein, c'est important. Et puis après, au final, quelle plante prendre et puis sous quelle forme, ça, c'est encore une fois, on a la chance d'avoir plein de plantes et de pouvoir choisir celle qui nous correspond le mieux ou celle qu'on aime le mieux aussi en goût. Que ça soit en tisane ou si tu n'aimes pas les tisanes, tu vas le prendre en gélule, en poudre, mélanger directement à ta nourriture, en omelette ou en porridge. Voilà, il y a plein de posologies possibles, des gouttes aussi d'alcoolature, hein, que tu mets directement diluées dans de l'eau. Donc, il y a plein de méthodes possibles de prendre ces plantes. Après, des plantes voilà, minéralisantes, tu vas avoir du trèfle, tu vas avoir l'ortie, tu vas en avoir d'autres aussi qui sont complémentaires. Et ce qu'il faut aussi, surtout, c'est associer ces plantes. Donc, encore une fois, ce qui est important, c'est d'en connaître deux, trois, et puis de tester. C'est Ouais. toujours important. C'est quand tu changes aussi de partenaire ou de barre de céréales ou autre. Mmh. euh, ben, Tu le testes à l'entraînement, donc du coup, tu ne fais pas d'expérimentation sur la course, ça c'est clair. voilà, c'est ça aussi qui est important parce que tu viens boire du jour au lendemain. Alors autant pour l'après-course, c'est pas un problème. Tu veux une cure drainante, voilà, on prend du pissenlit, on est sûr que ça va drainer. On va travailler sur tout ce qui est foie, tout ce qui va être pansement gastrique. Voilà, Et ça, ça peut être intéressant, la sphère rénale, du coup. ouais, ouais, c'est la sphère rénale, c'est ultra important, hein, bien sûr. Hein, c'est là-dedans qu'il y a tous les métaux lourds, donc va falloir drainer énormément tout ce qui est rein. Donc là-dessus, de la fumeterre, du chardon-marie, travaille aussi sur la bile. Voilà, il y a tout un ensemble de plantes à prendre, mais encore une fois,
Ça va dépendre de toi et Texte, de tout, quoi. exactement du contexte général. Mais, On mais voilà, voilà. fonctionne un peu comme quelqu'un qui viendrait et puis qui te dirait bah, j'ai une carte d'identité de plante sauvage, quoi, en gros. C'est un peu ça, adapté à toi-même, en gros. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai classifié toutes mes plantes en fait en fonction de ce que ça soigne, de ce que ça peut t'apporter aussi. Alors à la fois en macérat huileux, à la fois en tisane, à la fois directement dans ton alimentation. Cas de survivalisme aussi, tu vois, des fois, tu arrives, tu n'as plus rien à manger, ta boulangerie elle est fermée, tu as un petit creux, eh ben, tu peux te faire ta petite salade de pissenlit, tu prends quelques orties, et puis potentiellement, pour l'aspect psycho-émotionnel, tu as mangé et tu vas aller mieux avant pour finir tes 15 derniers kilomètres, tu vois. Ouais, si tu trouves rien, bah, tu vois, ce que tu dis là, c'est bien. Sur mon épreuve, là, pendant 4 heures, j'ai rien trouvé à manger, rien d'ouvert, j'avais plus rien, etc. Et tu vois, indirectement, je pense que ça, c'est l'instinct de survie. Moi, je regardais s'il n'y avait pas, tu vois, des fruits dans les arbres ou des choses comme ça. Mais si j'aurais connu des plantes sauvages, ça aurait peut-être pu m'aider alors, du coup. Ça peut. Et puis on sait très bien qu'au final, c'est pas la quantité qui compte. C'est ton cerveau, il a faim, tu lui donnes à manger, il est content. Voilà. Donc tu bouffes un peu de pissenlit, tu vas chercher quelques érelles qui traînent par-ci par-là, tu peux manger un peu de pâquerette, tu es content, tu as vu une fleur, ça waouh, c'est pas que Ouais, de la verdure, tu vois. Parce que voilà, bouffer que du vert, c'est pareil. Faut rendre attractif ton plat. Euh, exactement. et donc, pour le rendre attractif, tu vas manger ton pissenlit, tu vas mettre quelques petites fleurs de pâquerette et puis tu seras content. Tu auras l'impression d'être rassasié. Ton corps, tu leur as donné à manger. Ton cerveau, tu leur as soigné son problème psyché parce que c'est essayé, tu as mangé. Allez, on va continuer maintenant. Voilà, c'est un truc tout bête, hein. Mais moi, c'est pareil, je l'avais appliqué quand j'avais fait Paris-Metz en vélo et ça m'a fait tenir. C'est comme cette expérience en Nouvelle-Zélande, c'est pareil, j'avais trop chaud. J'arrivais que d'une chose, c'était une boisson fraîche. Il restait Ah, je t'entends plus. que j'ai pu directement arriver à ce village parce que je pensais qu'à ça en fait. C'est ce qui m'a fait tenir. Ok, ok. Bon, bah, c'est bien, c'est bien. Bon, bah, en gros, ce qu'on retient, c'est l'intérêt des plantes sauvages, mais qu'il faut toujours avoir ce côté individualisation, et c'est ce que je prône moi avec la nutrition, c'est-à-dire que oui, il y a des bases communes, mais ce qui est bon pour Guillaume Klein n'est pas forcément bon pour l'autre personne. Et tu vois, j'ai souvent des gens qui viennent me voir et qui me demandent comment moi je fonctionne, Guillaume Klein, mais on n'a pas les mêmes rythmes de vie, tu vois. Donc, tous ces paramètres-là t'amènent à d'abord rechercher l'individualisation plutôt qu'essayer de ressembler à une personne et d'avoir un programme fixe et que tout le monde a, quoi, en gros, hein, tu vois. Donc, c'est l'individualisation qui prime sur tous les plans et l'équilibre comme toujours, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai on a toujours besoin en fait d'un modèle, hein. Mais je dis, soyez votre propre modèle. N'ayez pas peur en fait. Développez la confiance en vous et allez-y. Moi, je peux vous aider, je peux vous mettre sur les rails, je peux vous donner tous les ingrédients. Mais après, c'est à vous de faire votre recette. Moi, je suis là pour vous donner les ingrédients. Faites votre recette. C'est vous-même le cuisinier de votre propre vie. Cultivez votre plante intérieure. Mm. N'attendez pas que ce soit moi le jardinier qui vienne vous la cultiver. Ouais, Voilà. ouais, tu as raison, Et, ouais. et en médecine traditionnelle chinoise, c'est ça que j'adore, c'est quand les gens viennent, le médecin il dit, moi je suis l'élève en fait, c'est vous, les médecins, c'est vous qui m'apportez les choses à travers toutes vos personnalités. Et c'est pas l'inverse en fait. Ça j'aime bien en fait cette philosophie aussi. Tout à fait, tout à fait. Et là, tu prépares, bon, on en avait parlé, mais tu prépares aussi un atelier en nutrition, là, du coup. Plusieurs ateliers. C'est vrai que je fais des ateliers à la fois création de tisane, de macérat huileux. Je fais aussi des ateliers avec en association avec une naturopathe, encore une fois, pour avoir justement deux regards à travers les plantes. Moi qui cultive, elle qui conseille les plantes, et puis potentiellement, encore une fois, voilà, avoir deux angles
de vue. Les gens, ça leur apporte des regards différents et après, c'est à eux de prendre chez un, chez l'autre et puis d'adapter leurs propres recettes. Et puis, je fais effectivement des ateliers nutrition cuisine. Alors, on part faire un petit peu de cueillette, hein, soit sur mon terrain, soit en cueillette sauvage. Et puis, derrière tout ça, moi, je leur apporte voilà, ce que ça peut apporter, ce genre de plante. Et on conçoit un repas peu style gastronomique, avec une très belle présentation d'assiette, jouer sur la texture, sur les couleurs. Et puis, se dire qu'au final, c'est assez simple de cuisiner, faire des recettes simples. Aujourd'hui, on est dans une problématique où on rentre, on n'a pas le temps de cuisiner ou l'envie, et il faut proposer des choses simples. Voilà, c'est en 5-10 minutes de cueillette et puis en 5-10 minutes de préparation, on peut se faire une très belle assiette qui est à la fois bonne pour son corps et puis à la fois très belle esthétiquement, quoi. Ouais, bah ça c'est important. Et moi, je partage là ton point de vue par rapport à ça. C'est-à-dire que quand je me prépare une assiette, il faut que ça me donne envie, il faut que ce soit beau, tu vois. L'esthétique de l'assiette, pour moi, au niveau psychique, ça fait beaucoup. Donc, même quand je vais manger à l'extérieur ou au restaurant et qu'on me sert une assiette qui est vulgairement présentée, bah, je me dis, c'est pas fait avec le cœur et ça donne pas envie, tu vois. Ah, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Voilà. Quels sont tes objectifs en termes déjà professionnels et est-ce que tu as des objectifs sportifs prochainement là? On va dire que les objectifs sportifs, malheureusement, je les ai mis un petit peu de côté, hein. Ouais. J'en ai beaucoup fait, donc ça fait du bien aussi de couper et de voir comment son corps réagit dans une phase de pré-retraite, on va dire, sportive. Bon, voilà, après, je vais quand même j'essaie quand même d'aller au maximum sur mon terrain en vélo, donc je fais 34 km aller-retour, plus le métier qui est physique. Donc, on va dire, j'ai cette chance aussi de faire un métier qui est physique, donc indirectement, je compense là-dessus. Donc bon, au niveau sport, j'aimerais bien me refaire deux, trois objectifs, mais pour cette année, voire l'année prochaine, c'est compliqué parce que je dois finir de me former sur beaucoup de choses. Et puis, de toute façon, maintenant, j'ai l'activité à temps plein, donc ça change aussi la donne. Mais comme je suis passionné, on va dire que je ressens pas trop le manque de sport pour l'instant. Ouais. Euh, Tu es parti dans une direction où le sport c'est plus secondaire et tu es guidé par le plaisir de développer ton activité, quoi. Oui, c'est ça. Après voilà, encore une fois, des fois, j'ai besoin de me vider la tête et puis hop, c'est parti. Je vais aller me faire une petite session vélo et puis une petite course à pied et puis zou, hein, parce que il y a besoin. Bah, Voilà, c'est vital, hein, ça fait partie de l'équilibre aussi, hein, c'est-à-dire que tu as beau manger comme tu veux, prendre soin de ton psychique, faire du développement personnel, etc. Enfin, la solution, c'est le mouvement aussi, tu vois. Donc, si tu bouges pas, il manque un maillon de la chaîne aussi, quoi. oui, oui, c'est sûr. Mais bon, après, voilà, comme je te disais, au niveau bouger, c'est pas un problème. Quand je fais 3-4 heures de désherbage, bon, t'inquiète Ouais, pas. c'est du sport. C'est du sport. Ça reste du sport. Mais non, après, voilà, c'est vrai que le sport, ça a toujours dicté ma vie, ça le dictera toujours. Et je le vois, dès que j'arrête, dès que je suis inactif pendant 2-3 jours, je redeviens nerveux, j'ai besoin de bouger, je suis frustré, je me sens mal et puis j'ai des douleurs qui reviennent. Donc, le sport, de Toi, toute tu me façon, l'avais dit d'ailleurs à l'époque que justement, le sport t'aidait beaucoup au niveau de ta maladie. ouais, au niveau même canaliser mon trop plein d'énergie, hein. Ma mère, elle me disait, si je te mettais pas au sport, en fait, c'était la vraie tornade, quoi. Je cassais tout dans la maison, je tournais en rond, je criais tout le temps. Elle m'a dit, il n'y a qu'au sport, en fait, où tu étais calme, apaisé, assidu. Elle a dit, c'était un autre garçon, quoi. Et c'est vrai que, bon, maintenant, au niveau de la maladie aussi, hein, si j'ai pas de sport, ça va pas. Et par contre, ce qui est marrant, c'est qu'au niveau d'Hashimoto, normalement, je suis censé dormir beaucoup, je suis censé être fatigué, et tu vois, j'ai du C'est mal à ça que tu ressentir. m'avais dit. C'est ça que tu m'avais dit, je m'en souviens. Voilà. J'ai énormément de mal à trouver en fait de la fatigue. J'essaye de dormir, mais non, quoi, au bout de 7-8 heures de sommeil, j'ai assez dormi, je me réveille naturellement. Je suis pas fatigué, j'ai pas de coup de fatigue dans la journée.
Euh, voilà, donc c'est pour ça, des fois, je me posais la question de savoir si vraiment je souffrais de cette maladie-là ou non. Alors, Ouais, voilà, mais encore une fois, ça, c'est propre à moi-même parce que j'ai appris aussi à grandir comme ça, être toujours avoir un trop-plein d'énergie et peut-être que je suis né avec un trop-plein d'énergie de base et que cette maladie, entre guillemets, elle vient me canaliser aussi. Euh, on ne sait peut-être. pas, ça vient rééquilibrer. Je sais Hmm. pas, voilà, ça reste des théories. Encore une fois, rien n'est démontré, donc on va pas valider ou quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai cette connaissance de mon corps et puis c'est vrai que j'ai cette chance d'être en très très bonne santé, de jouir d'un niveau physique, je pense, au-dessus de la moyenne. Bah, faut en profiter en fait. Ça serait Ouais. dommage de s'en priver, quoi. Voilà. Et puis ce qui est bien aussi, et ça ce qu'on oublie, c'est que dans le métier là que tu fais et dans ce que tu développes, tu es très connecté à la terre du coup, tu vois. Donc ça, on l'a peu quand même dans nos sociétés modernes avec ben, voilà, les travails qu'on peut avoir, etc. Et avoir un métier vraiment au plus près, voilà, comme tu disais, des plantes, de tes terrains, etc. Ça reconnecte aussi, je pense, un petit peu. Bah, ça reconnecte énormément et moi c'est ce que j'ai dit dimanche dernier à l'inauguration, c'est qu'en fait j'ai pas l'impression de travailler. Moi je suis tellement épanoui en fait dans cette activité-là que je fais à la fois de la méditation, des fois je fais du travail en pleine conscience. J'expliquais que quand je partais pour 3 heures de désherbage, c'est tu à la tâche. Il y en a beaucoup qui voient ça comme quelque chose de désagréable, d'exécrable. Et en fait, moi, quand je travaille en pleine conscience, eh ben, j'ai pas l'impression d'avoir passé 3 heures. Je suis content de l'avoir fait parce que j'ai découvert des nouveaux insectes, j'entends le crissement de la terre, je sens la terre, j'ai tous ces sens en fait qui sont connectés. Et je travaille au milieu de bourdonnements, au milieu d'oiseaux. Ouais. Et donc, ça change tout. Au final, tu n'étais pas agressé par des klaxons, par des bruits de voiture, par un open space, en fait, où tu entends tout le monde parler autour de toi. Ouais, moi, c'est que de la nature brute, quoi. C'est la fleur qui vient directement se mettre sous mes yeux et dire, hey, coucou, je suis là, regarde. Ouais, Allez, ouais. viens me regarder, regarde, il y a quelque chose à côté. Et tu découvres tout un écosystème. Et puis indirectement, c'est vrai que dans mes ateliers, alors plutôt en agroforesterie, c'est ce que j'explique souvent, créer un écosystème, connaître un écosystème, regarder les plantes, l'association des plantes, on appelle ça la phytosociologie, tu vois, et la synergie végétale. Et c'est ce que je dis, moi j'ai beaucoup appris aussi sur moi-même et ma relation aux autres, et essayer de dupliquer ça, c'est-à-dire à travers la synergie végétale, je me dis, ben, c'est ce modèle-là qu'il faut appliquer pour avoir une bonne synergie humaine, en fait. Quand les plantes, elles ont des mauvaises interactions entre elles, elles ne cherchent pas à s'opposer, à se dire, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui vais aller là. Non, c'est moi qui vais aller là. Il y a de la place. Je vais aller là-bas, je vais voir si je suis plus épanoui. Et puis toi, tu vas rester là. Il n'y a pas de problème. J'ai bien compris que tes besoins, tes attentes, c'était de rester là, que tu te sentais bien. Et moi, je vais aller ailleurs, en fait. Et ça, l'être humain ne sait pas le faire, tu vois. Très intéressant ce que tu dis là. Voilà. Ouais. Et ben, ouais, mais ça vient parce que tu es connecté, tu vois, es reconnecté à la Terre, tu apprends à analyser les choses, en fait. Hmm. Ouais. Et toi, à travers tout ce que tu fais là, bon, c'est quelque chose de profond qui t'anime, mais est-ce que tu veux faire passer un message plus grand à travers tout ça ou tu te laisses guider par voilà, par le plaisir que tu as quotidiennement à faire ce que tu fais? Un message plus grand, en fait, c'est compliqué. Je pense que, tu vois, déjà, si tu touches ton réseau d'amis, familial, ta petite communauté, c'est déjà pas mal en soi. Ça, c'est le Euh, principe de la petite graine. Tu plantes la petite graine et puis voilà, ça ouais, prolifère. voilà, après, ça prolifère, ça essaie, mais ça demande déjà beaucoup d'énergie en soi. Donc, si tu sais canaliser cette énergie et la transmettre, tu vois, là, à l'ouverture de l'inauguration d'entreprise, il y avait à peu près 60-70 personnes qui sont passées. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que et là, il y avait de la qualité. C'était que des gens intéressés, qui étaient déjà dans cette vocation, qui t'encourageaient, ça te bonifie, tu vois. On te donne que des signes encourageants, mais c'est bien ce que vous faites, continuez, il faut aller dans le sens là, on est là derrière vous, c'est bien qu'on vous connaisse, du coup maintenant on va pouvoir passer là. Et au final, quand tu as juste déjà
des gens de qualité et pas un panel qui vient, c'est un jour oui, un jour non, puis tiens, tu vois, en fait, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énervé. Je parlais tout à l'heure du trop plein d'énergie. Et ben, à ma compagne, je lui ai dit, tu vois, euh, tu me connais pour que je te dise que je suis vidé, il faut y aller quand même. Et ben, ce dimanche, j'étais vidé en fait. Il y avait 70 personnes. J'ai fait Ah, trois visites et j'étais vidé. C'est rare que j'arrive à cet état-là, quoi. ouais. Ouais, c'est ce que je ressens quand je fais des coachings, tu vois. C'est pour ça que je vais être dans cette notion de qualité. Quand j'enchaîne comme ça beaucoup de sessions coaching, ça me prend vraiment énormément d'énergie. Alors, ce n'est pas un métier physique, tu vois, mais le fait d'interagir avec les personnes et de leur prodiguer tes conseils, etc., de recevoir leur énergie, de donner ton énergie, à la fin, tu es vidé, hein. Tu es vraiment vidé, vidé, vidé. Donc, je peux comprendre que si tu as reçu 60 à 70 personnes, tu as dû être bien cassé le soir, quoi. Donc voilà, et puis donc au final, déjà toucher 70 personnes, c'est déjà génial. Énorme, c'est énorme. C'est Voilà. énorme. Et après, tu sais que ces 70 personnes-là vont en retoucher 5, et puis les 5 vont en retoucher 3 ou 10. Puis Ouais, voilà, c'est tentaculaire, quoi, en fait. exactement, ça fait un peu effet boule de neige. Et puis c'est pour ça que j'ai la chance aussi de faire un métier où j'ai que des collègues. À aucun moment, on est concurrent ou concurrente. On est tous collègues et ben tiens, tu vois, c'est pareil, connaissance des plantes. Si déjà moi, je connais 30 à 50 plantes et que je sais très bien les travailler, eh ben, c'est largement suffisant parce que des plantes médicinales, nourricières, il y en a plus de 3000. Voilà, des milliers et des milliers, et tu peux pas tout connaître en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est que moi je vais en travailler avec une trentaine, une autre collègue va en travailler avec 10 autres que je travaille pas, et une autre encore avec 10 autres que les deux ne travaillent pas, et comme ça, on sait faire une association d'idées, une intelligence collective, et ben tiens, va voir ma collègue qui elle connaît mieux cette plante-là, qui elle travaille plus sur tout ce qui est circulation, puis moi je fais plus travailler sur l'aspect digestif. Et Hmm. ce qui est génial aussi, c'est qu'à travers aussi tout ce maillage, toute cette toile d'araignée, hein, on en revient encore à l'écosystème, à la synergie végétale ou autre, mais tous ces maillages, toutes ces ramifications, toutes ces racines dans le sol qui créent de la mycorhize, et ben, nous, en tant qu'êtres humains, cette mycorhize est transformée en intelligence collective. On a tout ce maillage, on sait s'appeler les unes les autres, et par mail, un coup de téléphone dit qu'on obtient des infos, et puis on sait rabattre la personne vers les bonnes personnes. Et encore une fois, ça, c'est génial en fait de pouvoir le faire, quoi. Mais tu Ok. peux le faire quand tu es dans un très bon environnement. Ouais, donc, encore une fois, ça faut savoir cultiver son propre jardin, son réseau, s'entourer de bonnes personnes, comme tu disais, hein, l'aspect social. Et puis voilà, en fait, tu n'es plus dans cette logique de compétition, de chasse gardée, Ouais, d'individualisme. voilà, c'est ça. Et c'est génial, en fait. Ouais. Ben, merci hein, en tout cas pour cet échange-là. Il me semblait, je veux juste qu'on revienne là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec les plantes, mais tu avais écrit des livres, hein, c'est ça, hein? Tout à fait, c'est vrai que j'ai écrit un livre. Bon, c'était surtout pour moi à la base, pour un peu me guérir. Voilà, je suis rentré un petit peu perturbé de tous ces nombreux voyages autour du monde. Ça te déformate en fait, et ça te reprogramme à Hmm. l'intérieur. Donc, voilà, j'ai surtout souhaité l'écrire pour ça, pour me livrer en fait. Moi, pour me livrer, j'avais besoin d'écrire, de passer par l'écriture. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pourrais écrire un deuxième ou un troisième livre en fait. Tu vois, bon, non, non, voilà, le livre, hein, c'était le monde parallèle, cette dualité entre le monde aseptisé, costard, ville, et puis en mode routard, Ouais. découverte. Et là, aujourd'hui, c'est le voyage, hein, sous le thème du voyage. Et là, c'est plutôt, aujourd'hui, je peux écrire un deuxième livre sur le voyage intérieur, en fait, hein, sur comment, au final, on peut changer soi-même à travers les autres, à travers beaucoup de choses. Mais bon, c'est un autre sujet, on pourrait en parler encore des heures. Ouais, des heures, des heures, des heures. Mais en tout cas, c'est plein de beaux projets. Et puis, c'est surtout moi enfin, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire ça me tient à cœur. Voilà, c'est la démarche en soi, c'est la progression positive de faire développer les collectifs, etc. Enfin, je tenais à te féliciter par rapport à tout ce que tu fais. Donc, merci à toi de ton intervention.
les gens qui veulent te contacter justement, je les enverrai directement vers toi pour qu'ils puissent venir soit de se soigner avec les plantes sauvages, soit de se préparer avec les plantes sauvages, ou soit même pendant pour performer avec les plantes sauvages. Donc, c'est une nouvelle démarche et on en entend très peu parler. Et donc, c'est plutôt bien que tu te lances là-dedans, quoi. En tout cas, merci à toi, Guillaume, d'avoir pris le temps de m'interviewer. Et puis, toi, pareil, hein, qu'on continue d'être ton propre laboratoire, d'être un peu le modèle aussi pour beaucoup. Continue de t'épanouir dans tous ces différents projets sportifs. Ouais, parce que c'est ça, c'est ce que je disais encore par rapport à ma dernière épreuve là. C'est oui, je le fais pour moi parce que je veux, tu vois, essayer de dépasser un peu les limites qu'on s'est fixées. Oh, voilà, c'est un peu ça. Repousser plutôt les limites, parce que si on dépasse les limites, là, on est hors limite, justement. Donc, repousser un petit peu le cadre qu'on s'est fixé mentalement, savoir jusqu'où on peut aller, on va dire en gros, mais aussi euh, en tirer des expériences pour que je puisse les retransmettre. C'est ça aussi qui me tient à cœur, quoi, tu vois. Montrer qu'il y a aussi d'autres possibilités, c'est-à-dire que ce que tu vois dans le sport traditionnel avec notamment la nutrition, voilà, moi je mets un point d'honneur à avoir une nutrition très cadrée tout au long de l'année et à ne pas consommer une multitude de compléments alimentaires ou de, ou de produits transformés, etc. Et donc, ça, c'est des fois peut-être un peu atypique dans le monde du sport. Donc, montrer que tu as quand même des résultats via ça, eh ben, ça me tient à cœur aussi, quoi. Tu vois, qu'on peut être dans cette notion de santé et de performance quand même, quoi. Oui, bien sûr, ça ouvre justement voilà, les fameuses limites. Hein, Mm. préparation nutritionnelle, voilà, on s'est mis les limites, c'est un modèle qui fonctionne, on ne veut pas aller plus loin. Et toi, potentiellement, moi, en le disant, c'est une chose, mais toi, tu l'appliques, tu démontres à travers tes exploits sportifs. Et c'est ça qui potentiellement aussi peut faire pencher la balance dans l'univers du sport de haut niveau, à se dire, bah, tiens, il faut aller voir ce que fait Guillaume Klein, parce que potentiellement, il a cette démarche et peut-être qu'on peut l'appliquer à nos structures, à nos sportifs, parce que indirectement, ça marche. Moi, je prends le modèle de l'ASAD aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens, maintenant ça fait quasiment plus de 5 ans que la ZAD fonctionne, il y a de plus en plus de gens qui disent va voir la ZAD en fait. C'est vrai que ce nouveau modèle de société, de vie, beaucoup de limites, hein, mine de rien, ça fait 5 ans, il y a du recul, ça fonctionne, ça commence à porter ses fruits. Et donc, à partir du moment où ça fonctionne et ça porte ses fruits, que c'est une durée de vie de plus de 5 ans, ça commence à être intéressant et on commence à se dire, tiens, on va aller voir, quoi. Ouais. Et donc, Guillaume Klein, quand il aura fait toutes ses performances sur 5 ans, on va se dire, tiens, c'est effectivement, avec ce régime alimentaire, ce mode de vie, ça a l'air de tourner. Il va peut-être falloir commencer à regarder d'autres choses parce que nous, on stagne en fait, alors que lui, il progresse sans cesse. Mm. Ouais, c'est un petit peu le message que j'essaie de faire passer, mais en toute humilité. Et puis, comme je te disais, toujours le quantifier de façon individuelle. Donc, voilà, il faut pas vouloir faire soit du Pierre Cagelot, soit du Guillaume Klein, mais faire du soi-même déjà et être, et être bien et aligné avec soi, c'est le plus important. Voilà. C'est ça. Bon, ben merci Pierre, en tout cas pour ton intervention. Je te souhaite le meilleur pour l'avenir. Et puis, de toute façon, on restera en contact. Et puis, les gens qui veulent te contacter, ils peuvent te contacter via Facebook, hein, il me semble, Pierre Cagelot, hein, c'est ça? Ouais, Facebook, après, il y a via mail aussi ou téléphone, hein, de toute façon. Ok. On pourra le mettre en lien. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok Pierre, écoute, je te souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Et puis bonne continuation à toi alors. Merci de même, Guillaume. Allez, Salut. salut.